Alors, ce soir, comme vous le savez, c'est un ami. Je ne dirais pas que c'est un maillon de la chaîne parce que, comme il était ambassadeur, on pourrait croire qu'il y a, dans un climat un peu délétère, on pourrait croire qu'il y a eu collusion. Mais, Jean, tu n'étais pas un maillon, mais sur l'hôpital français, sur l'FMIC, tu as beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté. On a beaucoup essayé de résoudre les différents problèmes. Tu te souviens de l'abandon de Bouygues suite à l'enlèvement de nos deux amis qui étaient venus un soir au lundi de la chaîne, vous vous souvenez? Et puis le retrait de Bouygues, les quelques problèmes mais minimes avec l'AFD qui nous ont amenés à la signature et à la première pierre de la phase 2, c'est-à-dire pour la gynéco-obstétrique. Et la semaine dernière, et nous étions avec Françoise, mais on n'a pas pu se rencontrer, on a donc signé le contrat avec la compagnie pakistanaise EcoWest International pour commencer la construction de l'aile de la mer. Et les bulldozers et les pelleteuses seront là à partir de cette semaine. Alors pourquoi je dis ça? Parce que d'abord c'est l'actualité, et puis on est pile dans le centre de ce que nous avons longuement discuté les uns et les autres, et que toi tu as vécu en direct, et pour lequel tu as écrit ce livre, Diplomate en guerre à Kaboul. Alors Jean, j'ai bien sûr revu toute ta biographie, et dans ton action publique que ton action privée, et surtout tes 3 ans à Kaboul, je crois 2008-2011. Et pendant longtemps, tu as été directeur de la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense. Et pour ça, je crois que tu as une vision sur cet Afghanistan, sur la région, sur tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous intéresse. Et aussi, peut-être qu'il y aura de nombreuses questions sur peut-être qu'on est complètement fou, ou vous avez été fou avec nous d'entamer cet hôpital de la mer, et ça on le saura. Et juste avant, si tu veux bien, Jean, je voudrais simplement que Philippe Valenti vienne 2 minutes. Philippe, tu le connais, tu l'as connu dans des moments agréables mais parfois un peu difficiles. Philippe a une très longue expérience, est un compagnon déjà de Médecins du Monde. Philippe était la semaine dernière, et peut-être que Gonzague est dans le coin, je ne sais pas, je ne le vois pas. Bon. Et Philippe Valenti est revenu mardi ou mercredi, je ne sais plus très bien, de Jordanie, où il a vu, je dirais, l'écume de ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, et la façon dont Philippe nous a parlé, à Alain, à moi et à quelques-uns. C'est vrai que ça m'a bouleversé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Philippe dans cet état. J'ai vu une émotion, j'ai vu quelqu'un qui a été choqué par ce qu'il a vu, de tous ces enfants blessés, mutilés, dans un état absolument abominable. Et je voulais simplement, si Jean, on est à la marge de ce que tu vas dire, mais en 2 minutes, si Philippe, tu peux juste nous dire, c'est un moment d'actualité, c'est un moment de ce que vit la chaîne, et je voulais que Philippe, tu nous dises un tout petit mot avant que Jean prenne la parole. Oui, merci. C'est vrai que c'est un grand moment d'émotion. Je vais être très 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 court, à savoir qu'il était urgent que la chaîne soit présente près de lieux où se passent des atrocités dans notre monde. C'est pas le seul lieu, bien sûr, mais on devait être présent, puisque vous savez que dans les guerres civiles, et c'est classique ce que je vais dire, 40% des civils sont des enfants. Ça veut dire que 40% des blessés de Syrie actuellement sont des enfants. Et il faut savoir que la gravité des lésions, il faut que vous imaginiez, les lésions, ça va de l'amputation d'une jambe, 2 jambes, d'un bras, jusqu'à la perte fonctionnelle d'un membre,
puisque les dégâts sont des dégâts très importants, nerveux, vasculaires et osseux. Donc c'est de la chirurgie reconstructrice. Ça va être des enfants qui vont être dépendants toute leur vie. Ils ont été déjà victimes du traumatisme individuellement. Ils ont souvent perdu un frère, une sœur, voire un parent. On a comme vu un parent qui est venu avec son fils et qu'il avait perdu ses 4 autres enfants. Vous voyez, c'est des drames de famille. Donc on devait être là-bas, on devait être présent. Bien sûr, en Syrie, non, parce que c'est actuellement extrêmement dangereux et il n'y a aucune ONG. On a eu la chance ici d'avoir un médecin syrien, Ismail Matoui, qui nous a sensibilisés, des médecins syriens qui sont réfugiés en Syrie, et je peux vous assurer qu'on a eu de longues discussions le soir. C'est difficile pour eux de quitter leur pays, c'est difficile de ne pas être à côté de leurs amis sous les bombes qui tombent tous les jours, mais ils ont pris l'option d'être plus utiles, c'est-à-dire rester en vie et assurer actuellement l'urgence, puis on espère le plus précocement la reconstruction. Donc vous voyez, il y a un drame que vous lisez tous les jours dans les journaux. Le monde international ne réagit pas, et on sait pourquoi. On connaît tous les arguments politiques, mais nous, en tant que chaîne de l'espoir, on devait être présents aux côtés d'adultes, d'enfants, victimes de ces atrocités. Donc, on a commencé, j'ai fait une consultation avec 65 enfants. Quelques-uns vont être rapatriés ici, on pourra les opérer. D'autres, on ira les opérer. Bernard Pavie, tous les chirurgiens ici iront en Jordanie opérer ces enfants. Donc, on va commencer une série de chirurgies reconstructrices pour faire que le drame initial soit un petit peu moins lourd pour ces enfants et ces familles. Donc sachez que la chaîne de l'espoir est omniprésente en Jordanie et dès qu'on pourra aller en Syrie, on ira. Excuse-moi, Jean, de cet intermède, mais c'est l'actualité. Je voulais que... Donc, je cherchais pendant ce temps-là une information, parce que je n'ai pas le chiffre tout à fait à l'esprit, mais il y a sans arrêt des informations, et je reçois des alertes Internet sur des attentats en Afghanistan, et peut-être quelqu'un a ce chiffre en tête, mais le dernier qui est abouti à la mort apparemment d'un diplomate américain et d'un certain nombre de soldats américains dans le Logar, il y a une riposte par tir aérien, et je crois qu'il y a eu 35 morts, et la grande majorité de ces morts étaient des enfants. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive, donc dans tout ce type de guerre, malheureusement, c'est effrayant parce qu'il y a énormément d'enfants. Et on parle des morts, évidemment, on ne parle pas des blessés, des femmes et des enfants. Et moi, je me souviens que quand je suis arrivé, une des premières nouvelles qui m'avait frappé, c'était la destruction totale dans l'est du pays d'un mariage à la campagne. Tout simplement, le drone américain avait vu des barbus tirant en l'air des coups de Kalachnikov avec des 4x4, etc. Tout ça, c'était la célébration d'un mariage. On avait détruit il y a eu une quarantaine de morts qui étaient une famille entière. Et puis peu de temps après, il y a eu un truc qui est resté gravé dans les annales, qui était l'affaire de Shindan, où une information de mauvaise qualité donnée par les rivaux d'une famille qui célébrait un mariage, qui étaient rivaux parce qu'ils étaient rivaux pour avoir les droits de garde de la base de Shindan à la frontière de l'Iran. C'était une grande base aérienne de la taille de Kandahar. Ils avaient dénoncé tout simplement au service de renseignement américain une colonne talibane qui s'était réfugiée dans une maison. Il y a eu un tir de destruction, 35 morts, qui étaient la quasi-totalité des femmes et des enfants. Donc, malheureusement, le drame est pareil, et il existe toujours, aujourd'hui même, en Afghanistan. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une introduction sur ce que je vais dire, parce que je voudrais quand même être un peu plus général dans mes commentaires. C'est pas seulement là-dessus, malheureusement. J'ai eu l'honneur et la chance de servir en Afghanistan de 2008 à 2011. Ça a été un moment particulièrement crucial
de l'intervention internationale, mais on peut dire occidentale, parce que c'était quand même une intervention menée par les Américains, avec tous les gens qui sont alliés à eux, environ 49 nations, sous la bannière de l'ONU. Et c'est le moment où, pour la première fois, les Américains ont mis des moyens très, très, très importants, et derrière eux, l'ensemble des Occidentaux, y compris la France. Alors j'ai vécu cette mission avec passion. J'ai été frappé, comme beaucoup, par la grandeur du peuple afghan, et aussi par la grandeur de ce pays en général, enfin, à la fois son histoire, ce qu'il est. C'est un pays tout à fait étonnant. Il est rare qu'on y aille sans se sentir transformé. Et j'ai le sentiment que nous avons pu les aider en dépit des énormes difficultés rencontrées. Je voudrais dire quelque chose, parce que je suis là aussi, parce que j'ai écrit un livre. Alors je ne vais pas vous parler du livre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, j'avais l'intention de ne pas écrire de livre. Je n'avais pas pris de notes. Je trouvais que beaucoup de livres avaient été écrits sur l'Afghanistan. Il y en a une quantité très grande, à la fois en français et en anglais. Je les avais à peu près tous lus, pas tous, mais enfin quasiment tous. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup de bons et beaucoup de très mauvais. Et je ne voulais pas rajouter un livre en me disant, bah, d'abord je ne sais pas s'il va être bon ou mauvais, mais en tout cas, bon, je ne veux pas faire ce qu'ont fait tous les gens qui sont passés là. Puis en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à discuter avec les gens en rentrant. On m'invitait gentiment à dîner, des copains. Je disais encore tout plein de mon sujet. Je leur parlais. Je le faisais peut-être avec un peu de passion. Ça avait l'air de les intéresser. À la fin, la conclusion était toujours la même. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas un livre? Alors ça a fini par porter. Puis je me suis laissé convaincre, notamment par un éditeur, et puis par Renaud Girard, qui a fait une conférence ici, et qui est un grand connaisseur de l'Afghanistan, qui m'ont dit ça, puis je leur ai dit, bon, bah, je vais écrire un livre. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai la chance de l'avoir fait de mémoire, c'est-à-dire que je n'avais pas de notes. C'est important, parce que c'est pas du tout le même type de livre qu'on écrit. Quand on écrit en faisant travailler sa mémoire, et quand on écrit à partir de notes, il n'y a rien de pire pour moi, qui suis un ambassadeur, que les livres d'ambassadeurs, parce qu'en général, ils ont des notes et qui vous racontent qu'ils ont dîné avec le chef de l'État et que, naturellement, ce qu'ils ont dit a été absolument fondamental pour changer la nature des choses et que leur action a conduit à ça, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais c'est un côté quand même plaidoyer pour Rodomo qui est embarrassant. J'ai essayé d'éviter ça. C'est le témoignage d'un acteur engagé sur une situation et un pays particulièrement complexe. Je voudrais d'abord vous dire une chose assez simple. En général, je ne sais pas, peut-être que le degré de connaissance de l'Afghanistan ici est très grand, mais très souvent les gens quand même ne savent pas très bien ce que c'est que ce pays. Alors c'est d'abord un pays, je voudrais quand même le rappeler, c'est un pays de la taille de la France et des dom-toms, qui a une population d'environ 35 millions d'habitants, un PIB qui est, face à ces 35 millions d'habitants, de la taille à peu près du produit intérieur brut s'il était mesuré de la Seine-et-Marne. Donc ça donne une idée du fait que c'est quand même pas un des pays les plus riches du monde, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et un autre facteur qui est extrêmement important pour comprendre l'Afghanistan, c'est que c'est un immense, c'est un très grand pays, la taille de la France, le Texas, mais il est très marqué par un relief extrêmement puissant, puisque vous avez sur cette espèce de pays qui se termine par un bec de canard, qui est le Wahan, qui le rejoint, la petite frontière qu'il y a au bout de ce bec de canard avec la Chine. Vous avez une énorme barre montagneuse qui s'appelle l'Hindu Kush, qui traverse d'ouest en est, d'est en ouest, pardon, ce pays, et qui est marqué par des hauteurs de l'ordre de 7500 mètres, 5000, 6000 mètres. Donc on ne passe pas d'une vallée à l'autre. Les vallées sont des vallées profondes. Quand on est dans la vallée du Panjshir, qui a été évidemment historiquement très importante, puisque c'est là que le commandant Massoud et ses Panjshiris se sont défendus contre les soviétiques, on comprend très très bien, c'est tout simplement inaccessible. Il y a une barre rocheuse à l'entrée et autour, on ne peut pas rentrer, parce qu'on peut pas, c'est très très difficile de monter. Et ceux qui l'ont fait, comme Eric, qui le raconte dans son livre, savent que passer des cols dans ces montagnes, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et on peut le faire à pied ou avec des mules, mais en général, on est épuisé et on ne peut pas porter énormément de choses. L'Afghanistan, c'est... Alors, j'insiste, vous comprenez bien que le relief est très particulier. Par exemple, Kaboul est une ville qui est à 1800 mètres, c'est pas très courant en Europe, ou sous nos latitudes, d'avoir des villes de cette taille.
à 1800 mètres. C'est tout simplement la coexistence d'un climat extrêmement chaud et sec, sauf pendant un mois environ en hiver, avec le fait qu'on est en altitude, rend la vie à Kaboul parfaitement possible et même plutôt agréable sur le plan climatique. L'Afghanistan, c'est aussi un peuple. Et je crois que ce qui caractérise ce peuple, c'est on peut le comparer à ce que nous connaissons dans la Méditerranée. Il y avait un tableau, moi, que je trouve toujours très convaincant et que je prends comme comparaison, c'est celui que Fernand Braudel faisait dans la Méditerranée à l'époque de Philippe II, des farouches montagnards de la Sardaigne, de la Corse, de Majorque, de l'Apennin italien, de la Croatie, enfin de toutes ces régions montagnardes. C'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui se ressemblent énormément, durs, combattants, avec un code de l'honneur. Bon, ils sont, sauf exception, en Bosnie, ils sont en général pas musulmans en Europe, mais on est quand même dans des univers extrêmement proches. C'est aussi un pays extrêmement divisé par des ethnies qui sont quand même encore assez puissantes. Alors vous savez que les Pashtuns représentent à peu près 40% de la population, et puis vous avez les Tadjiks qui aux alentours des 18%, les Hazaras qui sont une ethnie très importante, les Ouzbeks et les Turkmènes, des ethnies déjà plus petites, et après on tombe vraiment dans le très petit. Et chacune de ces ethnies parle une langue qui lui est propre, et il y a seulement 2 langues officielles, c'est le Pashtou et le Dari, qui est une version antique du persan, une version de peau du persan. Et ils ont quand même des points communs, tous ces gens. D'abord une culture commune. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, j'en parle dans mon livre, c'est le goût pour la musique qu'on retrouve partout. Pour les jardins, il y a des roses absolument partout. C'est un pays qui a quelque chose de tout à fait étonnant sur ce plan-là, c'est qu'il y a beaucoup de verdure et beaucoup de roses, ils aiment les fleurs. Le goût pour la poésie, qui est aussi très très fort. Et enfin, celui plus particulier pour les oiseaux. Tout ça, c'est un héritage de leur culture persane, mais qui est très vivant chez les Afghans. Il y a une tradition juridique aussi qui est importante et qui fait la particularité de ce pays. La charia, selon la Constitution, l'emporte quand il y a un conflit avec la loi. Mais la loi, elle est une loi qui s'est formée sous l'influence essentiellement des Français et des Allemands, donc elle est d'inspiration de droit romain. Ça a été renforcé encore par l'assistance des Égyptiens et des Turcs au 19e. Tout ça, c'était bâti pour être indépendant des Anglais. Et le résultat, c'est qu'ils ont un code juridique civil et pénal qui est d'inspiration de droit romain et qui est très particulier et joue un rôle important dans le pays. Et puis, ce pays, ce peuple, a le sentiment d'appartenir à une nation. Je raconte toujours cette histoire parce que c'est quand même intéressant, c'est que quand on interroge quelqu'un à Kaboul sur son origine ethnique, il prend en général un air extrêmement peiné, vraiment très très peiné, et il vous répond qu'il est afghan. Et quand il dit ça, vous savez tout de suite, au bout d'un certain temps, quand vous avez décodé ça, que bien sûr ce n'est pas un Pashtun qui vous a parlé, parce qu'il vous aurait dit qu'il était Pashtun, c'est un Tadjik, c'est quelqu'un d'une autre ethnie, un Ouzbek, un Turkmène, enfin peu importe, quelqu'un en tout cas d'une autre ethnie. Et quand il vous dit qu'il est afghan, il vous dit en fait qu'il est Pashtun, parce que le mot afghan veut dire Pashtun. Et donc les gens se réfèrent à quelque chose qui est très clair, qui est que c'est un pays qui a été dominé depuis toujours par les Pashtuns, et ils ont le sentiment d'appartenir à une nation, et ça ne leur fait pas du tout honte de se réclamer de l'ethnie qui a dominé cette nation. Alors, autre chose aussi, c'est que c'est un peuple qui a une longue histoire. Ils ont, je crois qu'il faut s'en rappeler quand même, je vais vous donner quelques noms parce qu'ils sont en général célèbres dans notre culture. Il y a d'abord Zarathustra qui est né à Bactre au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui est un grand réformateur de la région mazdéenne et qui a profondément marqué d'ailleurs le code Pashtun, par exemple. Il y a encore des traces de cette influence mazdéenne dans le code Pashtun. Alexandre, qui s'est marié avec Roxane à Bactre, c'était la fille en fait du satrape perse de Bactriane, un très grand lord, un très grand seigneur, quelqu'un qui régnait sur une région absolument gigantesque, qui était toute l'Asie centrale et une partie du Pendjab. Et puis il y a l'empire moghol de Babur, un turc d'Asie centrale, descendant de Tamerlan, qui arrive et au XIVe conquiert l'Afghanistan, puis part à la conquête du Pendjab, de la vallée de l'Indus, et sur la foulée, lui-même et ses descendants conquièrent le nord de l'Inde, et fondent l'empire moghol.
ce pays, parfois divisé, retrouve toujours son unité face à l'envahisseur. Et je crois qu'il faut rappeler quand même que les Britanniques, c'est pas du tout par sentiment anti-britannique, mais ont quand même reçu là l'une des plus grandes défaites de leur histoire en 1842. Il y a eu la bataille de Gandamak, où ils ont perdu 16 500 hommes, ce qui est quand même pas rien, donc 4 500 soldats de l'armée régulière qui ont disparu. Ils ont tout simplement été massacrés. On n'en a jamais retrouvé un. Il y en a un seul qui s'en est tiré, qui est arrivé à Jalalabad, qui est un médecin, et qui a raconté un petit peu les choses comme elles s'étaient passées. Ils se sont fait battre 2 fois par la suite, dont la dernière fois au début du 19e. Et puis les soviétiques, de 1979 à 1989, ont quand même reçu une plâtrée formidable en dépit d'une armée extrêmement puissante, puisqu'ils avaient en permanence de l'ordre de 300 000 personnes présentes. Et il y a eu une rotation, toute l'armée soviétique pratiquement est passée là. Et ils ont perdu 14 000 hommes et eu environ 75 000 blessés. Alors, ce qui a suivi, c'est une période de 3 ans, pendant 30 ans, ce qui a résulté plutôt de tout ça, c'est une période de 30 ans qui commence en 2001 et où ce pays a été en permanence en guerre. Et encore une fois, je simplifie un peu, mais c'est quand même important de comprendre, quand les Occidentaux sont arrivés en 2001, ce qu'ils ont trouvé, c'était un pays totalement détruit par la guerre. Et de façon un peu schématique, on peut dire que, en gros, les Soviétiques se sont battus contre les Moudjahidines dans les campagnes et dans les vallées, et qu'ils ont détruit tout le système traditionnel, les coopératives, l'irrigation, les petits villages, l'administration dans les campagnes. Tout ça a été complètement détruit et n'a pas été vraiment reconstruit par la suite. Ensuite, les Moudjahidines l'ont emporté, ils sont rentrés dans les villes, et là, ils se sont battus entre eux dans les villes, au canon. L'exemple le plus célèbre est Kaboul, mais ça s'est passé un peu partout. Il y a eu Herat, il y a eu aussi Mazar-e-Sharif, Kandahar, enfin, ils se sont battus dans toutes les villes. Et le résultat, quand même, à Kaboul, c'est en 2001, quand les Occidentaux sont arrivés, de trouver quelque chose qui ressemblait un petit peu à Berlin, au moment de la victoire alliée. Une ville totalement détruite qui a été depuis reconstruite, mais c'était quelque chose d'impressionnant. Et puis finalement, il faut aussi, au risque de simplifier, rappeler que quand les talibans sont arrivés, ils ont chassé les femmes du système éducatif et du système de santé, et du reste de l'administration, mais du coup ils ont totalement détruit le système éducatif et le système de santé. Il restait vraiment plus rien quand on est arrivé en 2001. L'éducation, c'était, il y avait 1 million d'enfants de scolarisés. À l'heure actuelle, il y en a 8 millions, dont la moitié de... peut-être même 9 millions, je crois que ça a augmenté, dont la moitié à peu près de femmes, un peu moins que la moitié. Ce pays, c'est aussi un pays où il y a une politique intérieure afghane extrêmement intensive pendant toute ma période. J'en parle évidemment dans le livre. J'opposais le temps long de l'action des Occidentaux et de ce qui se passait sur le terrain. Ça met 30 ans pour reconstruire et pacifier un pays de ce genre. Et puis le fait qu'à Kaboul, il y avait quelque chose, il y avait les événements internationaux aussi qui avaient un impact très fort sur tout ce qui pouvait se passer à Kaboul, les décisions prises par tel et tel gouvernement ou par l'alliance. Mais il y avait aussi quelque chose de propre à Kaboul qui était le théâtre d'ombre de Kaboul. Et au centre, un personnage tout à fait extraordinaire, pas du tout celui qu'on décrit en général dans la presse de façon caricaturale, c'est Karzai. Karzai n'est pas ce qu'on décrit, c'est un personnage assez intéressant, très habile, un tacticien politique tout à fait remarquable, pas quelqu'un d'antipathique du tout, pas du tout quelqu'un de corrompu au sens où il agirait pour s'enrichir lui-même. C'est quelqu'un qui en revanche sait admirablement utiliser la corruption comme le faisaient Mazarin ou Richelieu, qui ont quand même bâti la France de Louis XIV, et qui étaient eux-mêmes des gens extrêmement corrompus, utilisant tous les moyens de la corruption, mais pour les mettre au service de l'État. Et lui fonctionne un peu comme ça. La relation qu'il a avec son entourage, avec le Parlement, avec les Moudjahidines, est une relation où il stipendie, c'est-à-dire en fait il donne des avantages en nature aux gens pour qu'ils travaillent dans l'intérêt du pays. Mais lui-même n'est pas un homme corrompu. Ce qu'on peut lui reprocher en revanche, c'est d'avoir été souvent un homme faible, et là où il aurait fallu quelqu'un qui est la personnalité peut-être de quelqu'un comme Atatürk, pour prendre un exemple, qui peut être familier aux Afghans, qui sont très proches de la Turquie, ben on a quelqu'un qui ressemble plutôt au petit Percueil version afghane, c'est-à-dire quelqu'un qui règne comme le régnaient les souverains afghans, avec une relation avec les organisations traditionnelles.
C'est quand même, en dehors de ça, un personnage intéressant parce que ça a été le premier à dénoncer publiquement, en voulant camper un personnage nationaliste ombrageux, je ne sais pas s'il veut camper d'ailleurs, mais en campant, en s'essayant de camper, un nationaliste ombrageux qui se distanciait des Occidentaux et des Américains, il a dénoncé toute une série de choses qui étaient parfaitement exactes et il l'a fait tôt. C'est lui qui a dénoncé le premier les bavures de l'action des Occidentaux. Je vous ai parlé tout à l'heure des destructions de mariages avec des morts d'enfants, etc. Mais il y a eu aussi toutes les interventions de nuit où tout simplement les forces américaines opéraient en contradiction totale avec le code Pashtun, qui est que quand vous vous présentez à la tombée de la nuit dans un village et que vous frappez à une porte, il y a une règle qui est qu'on vous doit l'hospitalité. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se loger, comme qu'il fait très froid la nuit dans ces pays, surtout des pays de montagne. Et donc on loge les gens. Et une fois qu'ils sont chez vous, dans votre compound, dans votre ferme fortifiée, ils sont sous votre protection. Ils sont aussi protégés pour vous, le patron de la maison, que l'est votre famille. Et quand des gens interviennent et viennent les tuer chez vous, bah, tout simplement, ils vous attaquent vous-même. Donc ça veut dire qu'une attaque contre ces gens était une attaque contre une famille et tout un village. Et en plus, quand vous rajoutez à l'insulte l'outrage et que les mêmes soldats occidentaux pénètrent dans le quartier des femmes et des enfants, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Bon, il l'a fait également en dénonçant la chose absolument invraisemblable qui était le règne des sociétés de sécurité privée, le système américain. Il n'y a pas que les Américains qui ont fait ça, mais c'était eux, c'était vraiment massif. Ils voulaient que la sécurité des emprises militaires américaines soit assurée par des firmes privées. Et il y a un système, parce que y a un système d'appel d'offres. Alors on donnait des appels d'offres à des entreprises américaines qui ensuite étaient bien incapables évidemment de les exécuter. Donc elles se tournaient vers des sociétés de sous-traitance spécialisées dans le sécuritaire, qui elles-mêmes se tournaient vers des exécutants afghans, et ces exécutants afghans étaient en général en lien étroit avec la grande criminalité, recrutaient des gens tout à fait effroyables, participaient de ce faisant, pour ne pas avoir d'ennui, à l'encouragement de la grande criminalité, et avaient des liens étroits avec le trafic de drogue, mais également avec les talibans. Et donc, paradoxalement, tout ça a abouti à développer le trafic de drogue et également le financement des talibans. Et puis, il a beaucoup dénoncé aussi les abus des ONG. Si vous voulez, c'est quelque chose dont on pourra parler, mais c'est tout simplement le fait que les ONG, pas toutes, mais arrivaient avec des moyens considérables, que la première chose qu'elles faisaient, c'était d'établir des bases logistiques avec des bagnoles 4x4 et des payes très importantes, attirant ce faisant l'élite de la population afghane formée à l'étranger, en leur donnant des salaires de l'ordre de 300 000 $ pour certains d'entre eux, pour un grand nombre d'entre eux, qui étaient tout simplement absolument scandaleux dans le système afghan. Et puis surtout qui privait l'Afghanistan de ce personnel. Donc j'en parle de façon non peu polémique dans ce livre, et c'est un des grands échecs de l'aide. Et puis, bon, on peut continuer les absurdités de l'aide. Si vous voulez, on peut parler aussi, mais je ne vais pas traîner trop longtemps là-dessus. C'était pas mon propos. Alors, le système de Karzai, je peux l'analyser en détail, mais en gros, c'était quelqu'un qui avait des rapports personnels avec un certain nombre de cercles. Le cercle le plus important, c'est sa famille. Ensuite, les Moudjahidines, les anciens chefs Moudjahidines, parce qu'il les a connus depuis la guerre et qu'il a besoin d'eux et qu'ils l'ont aidé en fait à maintenir son pouvoir, ce qui évidemment n'est pas extraordinairement sain. Et puis ensuite, une équipe de gens de très grande qualité, plutôt jeunes, qui l'entouraient. Et enfin, les jeunes ministres, les jeunes Turcs, qui faisaient plutôt un bon boulot. Je suis débarqué en avril 2008 pour préparer en toute urgence, comme ça on m'a demandé au pied levé de remplacer un ambassadeur qui devait partir, il était là depuis 4 ans, pour préparer la conférence de Paris. Et j'ai eu tout d'un coup, pouf, toute cette réalité afghane et la manière dont fonctionnait le système multilatéral, avec la présence, je vous le rappelle, de l'Union européenne, mais également de l'OTAN, également des Nations Unies, de tout le système des Nations Unies, de 49 nations, avec des moyens considérables. Il a fallu très très vite se mettre à vitesse et préparer cette conférence de Paris qui a eu lieu le 12 juin 2008. Et puis, très rapidement, il y a eu un déploiement des forces françaises en Capissa, qui a commencé dès cette époque, même s'il s'est amplifié par la suite, avec l'arrivée d'un général, le général Michel Stolsteiner, qui était le premier à commander sur place. Et le 18
18 août, dans la nuit du 18 août, il y a eu l'embuscade d'Ouzbine. Et ça a été évidemment un choc pour tout le monde, pour l'opinion française, pour les dirigeants de la France, pour moi-même sur place, pour les dirigeants militaires. On a eu tout d'un coup 9 morts à Ouzbine, et un malheureux qui s'est tué le lendemain, donc 10 morts. Le matin du 18 août, on commençait à avoir des informations sur ce qui s'était passé la veille et pendant la nuit. Donc j'ai commencé à savoir qu'il y avait ce nombre de morts, on a informé Paris, les militaires aussi, bien sûr, avaient fait leur boulot sur ce plan-là. Peut-être que moi je le faisais de façon un peu plus crue. J'ai su très très rapidement que le président de la République allait venir. Donc il arrivait le lendemain matin. Le soir même, j'avais une grande réception à l'ambassade qui était un concert de musique et de poésie. Il y avait à peu près 200 personnes. J'ai hésité à l'annuler, puis finalement je ne l'ai pas fait. Les gens sont venus, je les ai reçus et je leur ai dit que la raison pour laquelle on avait eu 10 morts, c'était justement parce que les talibans étaient des gens qui essayaient de détruire ce que représentait la poésie et la musique dans ce pays, c'est-à-dire la culture et la liberté, et qu'en conséquence, il était plus important de maintenir cette cérémonie que de l'annuler, et qu'on allait commencer la cérémonie. Puis je suis parti pour préparer la visite. Et le lendemain, j'ai vu le président arriver, et c'était quand même extraordinairement émouvant. J'ai un souvenir assez précis de cette arrivée. Il était extraordinairement tendu et visiblement très ému de ce qu'il allait voir et de ce qui arrivait. Il s'est assis dans la voiture en sortant de l'hélicoptère, les dents plutôt serrées. Puis à un moment, il se tourne vers moi et il me dit « Alors, où sont les morts ?» C'était quand même comme introduction, il ne m'avait pas dit bonjour. « Où sont les morts ?» Je lui dis « Monsieur le Président, ils sont dans la chapelle ardente et on y va parce que le convoi roulait à 20 à l'heure. » C'était dans un camp militaire. Et on est arrivé à la chapelle ardente où tous les hommes les camarades de ces hommes étaient entourés avec leurs bérets verts, rouges et bleus, un peu hostiles comme ça, ne parlant pas. C'est impressionnant. Il est rentré dans la chapelle ardente, je l'ai suivi avec le général chef d'état-major. Il s'est arrêté devant chacun des cercueils et je voyais que quand même cet homme se recueillait et qu'il était visiblement extrêmement ému de prendre d'être confronté à la réalité de ce qu'est le commandement d'un président chef des armées, c'est-à-dire qu'il finalement il exerce un droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Et puis ensuite on est sorti, il a été un debriefing organisé avec les officiers sur place, et les officiers, il les a écoutés. Et quand il avait terminé de parler, ils avaient fait un rapport qui était, je crois, assez indiscutable dans le brouillard de la guerre, ce qu'on pouvait savoir à ce moment-là. Lui a pris la parole, s'est levé et a dit « Écoutez, moi, je ne suis pas un militaire, mais je suis le chef des armées en tant que président de la République. Et je vous dis quelque chose, c'est que je ne veux pas que cela se reproduise. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites, qui vont vous aider à ce que ça ne se reproduise pas. Ces choses sont importantes parce que c'est ce qui explique l'état de nos armées à l'heure actuelle. On a des armées remarquablement entraînées au type de combat qu'elles sont en train de mener au Mali, par exemple, parce qu'elles ont été entraînées et formées. 60% des effectifs de l'armée de terre, la quasi-totalité des effectifs de pilotes d'hélicoptères, la quasi-totalité des effectifs de pilotes de chasse, et même de pilotes en général, sont passés en Afghanistan. Donc on a une armée extrêmement entraînée, mais en plus, des décisions ont été prises ce jour-là, qui étaient importantes, ou annoncées plutôt. La première, c'était de doter nos forces d'hélicoptères de transport et aussi de surveillance, qui leur permettraient de ne plus être surpris de cette manière-là, d'avoir des drones, qui permettrait également de surveiller derrière la colline pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait, d'éviter que les gens puissent être cloués sur le sol sans que nos forces puissent répondre, parce que tout simplement, comme l'embuscade était très bien menée, les VAB, les transports de troupes qui se trouvaient en bas, étaient pris sous le feu et les types ne pouvaient pas sortir de leur VAB pour répondre. Et comme il n'y avait pas de tourelle tournante qui permettait de tirer sans sortir, et ben en gros, ils ne pouvaient pas répondre. Et puis il n'y avait pas d'artillerie lourde, donc on n'était pas capable de tirer pour dégager nos forces. Et finalement, il y avait eu quand même deux erreurs qui avaient été commises. La première, c'est que visiblement, on avait un mauvais renseignement et une mauvaise capacité de renseignement. Donc
la décision a été prise de renforcer les équipes de renseignement, de leur donner des équipements, mais également de faire venir des hommes. Il y a 300 hommes qui sont venus avec des équipements extrêmement sophistiqués et de travailler étroitement, d'étroite collaboration avec les Américains et avec les Afghans. Et le président avait eu une phrase qui m'a frappé, parce qu'elle était frappée au coin du bon sens, tout simplement, qui était de dire, écoutez, on a des forces qui sont peut-être de très bonne qualité, nous avons peut-être une des meilleures armées du monde, mais elle ne connaît pas le terrain, elle n'est pas capable de se battre correctement en Afghanistan parce qu'elle ne connaît pas le terrain. Donc ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle travaille en étroite coopération avec les forces afghanes. Et à l'avenir, je veux que chaque fois qu'on mène une opération, les forces afghanes soient associées étroitement et que ce soit elles qui mènent sur le terrain parce que c'est elles qui connaissent le terrain. Tout ça dit, où en est-on? Parce que c'est quand même probablement la question que tout le monde se pose. Je crois que la première chose à dire, c'est que le bilan sécuritaire, malheureusement, malgré l'ampleur des moyens engagés, puisqu'après le surge en 2010, il y avait plus de 130 000 hommes, dont 100 000 Américains, et que les finances engagées ont été absolument colossales. Je ne sais pas quel est le coût total de la guerre, mais on peut parler de milliards, de billions de dollars. En tout cas, en ce qui concerne les Américains, ils sont probablement aux alentours de 900 milliards, on parle même de plus. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint enfin les coûts de l'Irak, ce qui est quand même pas négligeable. Il y a eu, je vous le rappelle aussi, près de plus de 3000 morts pendant cette période, ça continue, et dont plus de 2000 morts américains, et malheureusement également 88 morts français. Et puis, il faut se rappeler que tout commence mal dès 2001 avec l'essentiel des forces américaines qui, à l'époque, sont centrées sur l'élimination du terrorisme, et pas du tout sur le travail de reconstruction et de possession du terrain, qui n'est commencé que beaucoup plus tard, en 2004-2005, époque où c'est déjà trop tard, de toute façon parce que les talibans sont déjà là, et aussi parce que la doctrine américaine, c'est qu'elle pouvait mener deux guerres majeures en même temps, mais c'était vrai au point de vue moyen. C'est une armée absolument impressionnante, avec des moyens qu'on n'imagine pas, absolument colossaux, de transport, de commandement, d'artillerie, de tout ce qu'on veut, de logistique. Mais en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aucune nation n'a la capacité en hommes nécessaire ou l'attention des dirigeants pour diriger deux guerres en même temps. Ils ont fait la guerre d'Irak, ils ont laissé tomber la guerre afghane. Et on peut dire que lorsqu'en 2008, finalement, la décision a été prise de faire la contre-insurrection, qu'elle a été confirmée en 2009 par Obama, qui en plus a fait l'erreur majeure à l'époque de confirmer, certes, qu'on allait mettre des moyens très très importants, ça a été le surge, c'est comme ça qu'on est arrivé à 100 000 Américains en Afghanistan, mais il a annoncé en même temps qu'on les retirerait à une date fixe qui était 2014. Et quand vous avez une insurrection, et qu'elle sait que les gens vont partir, vous savez, c'est 30 000 personnes, ils perdent un certain nombre de morts par an, mais 30 000 personnes sur une population de 35 millions d'habitants, si on compte uniquement les Pashtuns sur 12 millions d'habitants, dont environ peut-être un tiers sont sympathisants, dans certaines provinces comme le Logar, beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais ça fait quoi et puis en plus, on ne compte pas les 24 millions qui se trouvent de l'autre côté de la frontière au Pakistan, donc ça ne représente pas des ressources très importantes, le coût n'est pas très élevé, c'est de l'ordre de 300 millions de dollars, le financement de la guerre des talibans, et donc c'était évidemment une erreur majeure. Alors, je parle rapidement de la mise en œuvre progressive de la stratégie de contre-insurrection à partir de 2009, qui était celle qui avait été conçue par le général Petraeus et mise en œuvre dès son arrivée par le général McChrystal. Je crois qu'on peut dire franchement que malheureusement, elle a été un échec et qu'elle a échoué sur son volet le plus important. Elle échoue encore aujourd'hui sur son volet le plus important, qui est celui du déploiement de la gouvernance locale par l'administration afghane. Vous ne pouvez pas gouverner un pays et le reconstruire. Vous pouvez user la force, vous pouvez chasser ce qui a été fait, par exemple, les talibans du Helmand et de la région de Kandahar, mais vous ne pouvez pas reconstruire ce pays si quand vous voulez envoyer des représentants de l'administration locale, nommer un gouverneur, l'entourer de gens compétents pour s'occuper de la santé, de l'éducation, de la police, de la justice, etc., vous ne trouvez pas de gens compétents, ou tout simplement ces gens se font tuer. Car il y a une politique systématique d'assassinat par les talibans de tous ces gens. Et évidemment, ça ne suscite pas l'enthousiasme, et on ne peut pas dire qu'on retrouve énormément de volontaires pour quitter Kaboul et aller s'enterrer en province. Et puis, le temps manque. Tout simplement, gagner le cœur et l'esprit
des populations tout en utilisant la force. Ça prend du temps. Et là, je crois que c'est la conclusion à laquelle est arrivé le président Obama quand il a décidé finalement de repartir en 2014, c'est qu'il fallait des moyens beaucoup plus importants, beaucoup plus de temps, probablement une vingtaine d'années, 15 ans, et qu'il n'était pas question que les États-Unis s'engagent pendant toute cette période. Donc les effectifs et les moyens requis pour pacifier l'ensemble de l'Afghanistan n'étaient tout simplement pas là. Je vous ai parlé de la tactique asymétrique des talibans, c'est les assassinats ciblés, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Les assassinats ciblés de l'entourage de Karzai, le fait qu'ils mènent des opérations spectaculaires à Kaboul, ça n'a jamais aucun effet, c'est-à-dire que 15 ou 20 personnes talibans sont tuées, ils tuent un certain nombre en général d'Afghans d'ailleurs, et puis ensuite ils n'ont pas occupé le terrain, mais psychologiquement c'est très important. L'opération qu'ils viennent de faire en faisant sauter un tribunal à Farah, c'est-à-dire dans une région qui est vraiment à la frontière de l'Iran, qui en principe, puisqu'ici il y avait eu peu de troubles, c'était plutôt calme, il y a eu 46 morts, ça fait quand même de l'effet. Pas seulement sur le plan international, même la presse française qui ne s'intéresse pas beaucoup à ça l'a relevé, c'était sur Arte, et pas sur les autres chaînes, mais en tout cas sur Arte. Et c'est évidemment assez spectaculaire, et ça décourage beaucoup les Afghans. Et puis la déstabilisation a gagné peu à peu le Pakistan à partir de 2009. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'insisterai pas là-dessus, les talibans sont convaincus à raison qu'ils ont le temps pour eux, et bien tout simplement, ils attendent, ils jouent la montre. Je voudrais dire un mot aussi peut-être sur les progrès accomplis, parce qu'on parle toujours de ce qui n'a pas marché, mais il y a eu quand même des progrès. Je vous ai dit tout à l'heure que le pays était totalement détruit, il faut savoir que maintenant, il a été en grande partie reconstruit. 86% des hommes ont un emploi, je crois qu'on peut être admiratif, on ne trouve pas la même chose chez nous. 8 millions d'enfants scolarisés, dont 9 millions, le chiffre s'est amélioré, dont environ 45% de filles. 85% de la population se trouve à 1 heure de voyage d'un centre de soins. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils sont obligés de prendre une voiture, mais qu'à 1 heure de là, ils ont un hôpital ou un centre de soins, ce qui quand même n'est pas négligeable. Il y a un taux de croissance de la population qui est 2,6%, qui en fait un des pays avec la plus forte croissance de population du monde, tout simplement parce qu'on a amélioré, les enfants ne meurent plus systématiquement dans leur première année, les femmes meurent moins en couche, la vie des femmes s'est rallongée, et évidemment le résultat c'est un taux de fécondité qui est probablement trop élevé, mais ça c'est un problème politique, c'est pas un problème de santé. Toutes les villes ont été reconstruites, les grandes infrastructures routières, les principales, les bâtiments de l'administration, les réseaux électriques, en général la logistique du pays. Ils ont un système de téléphone mobile qui est absolument spectaculaire et qui couvre l'ensemble du pays. Il y a des forces de sécurité importantes, une armée, une police, des services de renseignement qui fonctionnent. C'est un pays démocratique, une démocratie heurtée, difficile, avec d'énormes problèmes. Je parle longuement dans mon livre des élections, c'est un sujet que je connais par cœur, mais il n'empêche que quand même ils ont un président élu au suffrage universel et reconnu par l'ensemble de la population pendant très longtemps comme légitime. Ils ont une Assemblée nationale et un Sénat élus, et ils ont des conseils de province élus. Même tout ça n'est pas du tout parfait, mais on me dit la corruption, les erreurs dans le système électoral. Est-ce que l'un d'entre vous a été observé les élections au Pakistan, en Iran, je parle des voisins là pour l'instant, en Chine et en Inde, la grande démocratie du monde? La réponse est que là aussi il y a des problèmes et que c'est pas simple. Ça fonctionne mieux parce que c'est plus ancien, c'est plus établi, mais la démocratie, ça prend du temps. Et puis une chose remarquable en Afghanistan, qui est une grande réussite des Américains, à laquelle d'ailleurs des Français ont participé, notamment Reza, mais d'autres personnes, c'est la liberté d'opinion et de presse. C'est incroyable, il y a une presse libre, télévision, radio. Est-ce qu'elle est parfaitement libre? Est-ce qu'il y a des intérêts privés ou particuliers qui contrôlent? Oui, bien sûr, mais comme ils sont compétitifs, vous avez au moins le choix. Si vous ne voulez pas écouter telle télévision, vous en écoutez une autre, ainsi de suite. Certaines d'entre elles sont relativement libres même. Alors, bon, il reste beaucoup à faire sur le plan politique. Je crois que le temps a passé et je ne vais pas m'étendre. Il y a des obstacles qui sont quand même très très difficiles pour améliorer les choses. La corruption, j'en ai parlé.
Et il ne faut pas oublier que l'aide internationale, qui est absolument colossale, au moment où j'y étais, les Américains versaient entre 3 et 4 milliards de dollars par an en aide civile. Je n'ai pas parlé des dépenses militaires, en seule aide civile. Comment est-ce que vous faites pour déverser 4 milliards de dollars sur une population de 35 à 2 millions d'habitants, d'une extrême pauvreté, où il n'y a pas de cadre intermédiaire dans les villages et dans les régions? Il est évident qu'il y a une perte absolument colossale. Et que le système de l'aide, qui consiste en fait à soit verser au budget de l'État et ensuite c'est pas dépensé, avec des systèmes très contrôlés, soit passer par l'intermédiaire d'appels d'offres internationaux qui retombent en pluie sur des entreprises locales, fonctionne extrêmement mal. L'insécurité, c'est un problème grave pour reconstruire un pays. La centralisation excessive du pouvoir, je vous ai parlé de l'échec de la gouvernance, c'est un échec majeur. Le fait triste qu'on est obligé de constater, si on va se balader dans des villages, dans la province de Tarare, par exemple, dans le nord, n'importe quelle province un peu perdue, je crois que Françoise Le Stadier connaît bien ce sujet parce qu'elle s'est beaucoup baladée dans le pays, et ben on arrive dans un village, il n'y a pas de justice, il n'y a pas vraiment d'éducation, il n'y a pas vraiment l'eau potable, il n'y a pas vraiment d'irrigation, l'électricité, ils ne savent pas que ça existe. Et les soins de santé, comme je vous disais, n'arrivent pas dans le village. Il faut y aller à 1 heure, et une heure, c'est quand même quelquefois long quand on est en montagne. Le gouvernement Karzai est un échec. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un homme bien, mais c'est quand même un tacticien sans vision, et malheureusement, ça n'a pas marché très bien. Et s'est développé une société civile dans la classe moyenne des villes qui est en fait maintenant très opposée au gouvernement. Contrairement à ce qu'on peut penser, les conditions d'une négociation, qu'est-ce qui conditionne l'avenir de l'Afghanistan? C'est d'arriver à un accord avec l'insurrection armée. Et là, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Le premier, c'est le fait que les forces armées existent, qu'on s'est entendu sur un coût de 4,1 milliards, qui est parfaitement supportable par la communauté internationale pour les soutenir, et qu'avec une armée qui a été réduite à 230 000 hommes, qui sera réduite à 230 000 hommes, pour l'instant elle est à 350 000, qui est parfaitement finançable. Si on continue à les aider sur le plan militaire et logistique, on arrivera probablement à tenir ce pays, au moins les grands axes et les villes. Et puis, il y a quelque chose qui est bien, c'est que les bases d'un règlement politique commencent à exister. Ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais il y a des éléments favorables. Le premier, c'est le gouvernement Karzai et son haut comité pour la paix en Afghanistan, qui ont adopté un programme qui consiste à négocier dès maintenant avec les talibans, et qui a pour objectif, et c'est assez réaliste, de dire on fera rentrer les talibans au pouvoir à Kaboul, et en contrepartie, il faut qu'ils nous donnent accès aux provinces qu'ils contrôlent, et comme ça on va arriver à un équilibre qui est à peu près acceptable pour tout le monde, les talibans plutôt dans l'est et le sud du pays, et le reste, le nord, contrôlé par l'Alliance. Et puis, ils ont commencé pour ce faire à essayer de tendre la main aux talibans, qui pour l'instant la refusent, et je crois la refuseront durablement, malheureusement pour l'instant, et à avoir une politique d'ailleurs assez extraordinaire de libération systématique des prisonniers talibans dans les grandes prisons d'État, à Poul-et-Chari, et récemment à la prison de Bagram, qui a été restituée par les Américains aux Afghans, et qui immédiatement ont libéré un ensemble de combattants de talibans. Ce qui est ambigu, parce que ça veut dire que c'est quand même des gens qui en général ont des crimes de sang extrêmement lourds sur les doigts et sur le dos, et vous les libérez, vous allez les retrouver de l'autre côté si vous n'arrivez pas à négocier rapidement. Il y a un changement important d'attitude du Pakistan, ça c'est important. Pour la première fois, l'armée pakistanaise, le gouvernement pakistanais lui-même, en très grande difficulté, comme vous le savez sans doute. Le Pakistan est un pays en voie d'effondrement. En ce moment, il y a une élection en préparation dans des conditions absolument invraisemblables, avec une multiplication des attentats extraordinairement violents, et notamment contre les minorités, on dit poliment chiites, mais en fait c'est les Hazaras qui sont en train de massacrer systématiquement au Baloutchistan, à Karachi, un peu partout. Mais il y a quand même un changement qui est que pour la première fois, il semble admettre qu'une négociation avec les talibans est nécessaire, et qu'ils sont prêts à aider. Et donc ça veut dire qu'il y a un gouvernement afghan, un gouvernement pakistanais qui sont prêts à la négociation. Les deux points importants, là, malheureusement, c'est le reste, c'est-à-dire que les talibans, eux,
pour la première fois, ont envoyé 2 représentants à une conférence organisée à Paris en décembre dernier, enfin à Chantilly très exactement, par la France. Et c'est la première fois que des représentants talibans acceptaient de négocier ou de participer à une conférence internationale. Et ils se sont refusés absolument à négocier avec les représentants du gouvernement Karzai. Ils considèrent que ce sont des poupées américaines et qu'ils ne veulent pas discuter avec eux. Ils ne veulent pas avoir de rapport avec les officiels du gouvernement afghan, mais en revanche, ils sont tout à fait disposés, ils ont commencé à le faire, à discuter avec l'opposition. Et puis, il y a un dernier point aussi, qui est l'évolution américaine. Il y a quand même des signes avec John Kerry que les Américains seraient prêts maintenant à négocier. Ils ont toujours un instrument qui existe à Qatar, qui est tout simplement une représentation qui a été créée avec l'assentiment des Américains, des talibans, avec une maison, c'est une ambassade, en fait, ça ne porte pas le nom, mais c'est quand même ça, pour négocier la paix. Et ça ne tient qu'aux Américains de se décider à le faire. Ils ont raison de ne pas le faire sans condition, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Je pense que là aussi, les choses progressent quand même un tout petit peu. Alors, je vais simplement conclure en disant, on peut s'interroger sur ce qui va se passer. En 2014, tout le monde s'en va. On a commencé à plier les bagages. Il y a encore 100 000 hommes, je vous signale, de l'Alliance en Afghanistan. La France est partie, mais pas les autres. Il y a toujours 100 000 soldats de l'Alliance en Afghanistan. Mais ça va s'accélérer, puisque le départ est en 2014. Les Américains sont bien décidés, et les autres alliés aussi, à le faire. Et que va-t-il se passer à partir du moment où ils partent? Je crois qu'il faut raisonner sur la base de scénarios. Parce que sinon, ce n'est pas très compréhensible. On peut dire que je pense qu'il y a 3 scénarios qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est celui auquel croient un certain nombre d'experts, qui est un scénario que je décrirais comme étant la vietnamienne. En gros, les talibans continuent à faire ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est-à-dire à systématiquement assassiner, détruire, porter la mort dans des endroits symboliques qui rongent peu à peu la légitimité du gouvernement et font croire à l'ensemble de l'opinion, et même à l'opinion internationale, qu'il domine le pays, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, il y a une espèce d'effondrement de l'intérieur, les gens ont peur, ils commencent à partir, ils n'y croient plus. Et peu à peu, comme au Vietnam, on les retrouve un peu dans tout le pays, le système s'effondre, ville par ville, ils prennent le contrôle et ils contrôlent le pays. Moi, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Enfin, pas dans l'immédiat. Si on continue à les aider, c'est-à-dire à assurer un soutien et une formation des forces de sécurité afghanes, si on continue à avoir une aide civile, comme on est décidé à le faire, la France est engagée à verser 60 millions d'euros par an sur toute une série de programmes, dont des programmes de santé, je pense que c'est peu probable et que ça dure, tant qu'on continuera à les aider, il faut que ça dure encore quelques années, cette situation ne se passera pas comme ça. Le deuxième scénario, c'est celui en gros d'une division du pays en deux, c'est-à-dire que les talibans contrôlent en fait le sud et l'est où se trouvent les populations pashtunes, et le reste est contrôlé par Kaboul avec l'aide des autres ethnies, et notamment naturellement des Tadjiks et des Hazaras, des Turkmènes et des Ouzbeks, comme toujours. Ça, c'est possible. Le problème, c'est que c'est pas stable. Ça peut conduire à une guerre civile assez effroyable. C'est contraire tout à fait à la tradition du pays. Une division du pays en deux, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça ne correspond pas au sentiment fort d'unité nationale qu'ont les Afghans. Et donc, c'est un scénario qui peut être un scénario de passage, mais qui est quand même un scénario extrêmement dangereux. Et puis, le troisième, auquel je crois moi plus, c'est ce que j'appelle le scénario à la libanaise, pour mieux comprendre à quoi ça ressemble un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qu'appelle de ses voeux le gouvernement Karzai. Les talibans sont amenés à la table de négociation. Ça ne se passera pas avec le gouvernement Karzai, ça c'est clair. Karzai il y a des élections en 2014, donc il sera remplacé. Ça se passera avec ses successeurs. Ils acceptent de participer au pouvoir à Kaboul, c'est-à-dire qu'ils envoient des gens pour participer au gouvernement, peut-être même aux forces armées. Et en contrepartie, ce qu'on leur demande, on leur offre de venir au pouvoir à Kaboul, pas de prendre le pouvoir,
participer au pouvoir dans une coalition. Et en contrepartie, ce qu'on leur demande, c'est d'accepter la présence sur place de représentants du gouvernement sur place dans les régions qu'ils contrôlent, c'est-à-dire essentiellement, je vous le rappelle, la Pashtun Belt, la zone Pashtun, le sud et l'est du pays, de représentants du gouvernement, des forces armées nationales, la police, la sécurité, l'armée, les renseignements, et également la justice et des représentants de l'administration taliban. C'est un système qui fonctionne un peu mal d'ailleurs, mais enfin qui fonctionne quand même, bon an, mal an, au Liban, et c'est un système qui est transitoire évidemment, mais qui pourrait permettre d'arriver à la seule solution qui est un accord politique pour finalement stabiliser le pays. Merci Jean, c'est absolument passionnant.